Si vous faites partie de ces gens qui ne se laissent pas faire, vous avez souvent dû entendre des phrases types telles que « t'es qu'un gamin, grandis un peu » ou « sois sérieux 2 secondes ». Ne vous en faites pas, vous entendrez ça toute votre vie. Aujourd'hui, mes amis, notre héros fait partie de cette catégorie de personnes et il joue de ses insultes en jouant le gamin pour montrer qu'il est encore plus mature que ses détracteurs. Car oui, aujourd'hui nous allons parler de Blood Lad. Et on se retrouve après ce petit générique comme d'habitude pour parler de Blood Lad. Bon, avant de continuer, ne regardez pas l'écran, il est juste là pour combler un vide. Je peux vous conseiller de faire autre chose à côté, voilà. Bon, c'est parti. Donc, Blood Lad est un manga écrit et dessiné par Yuki Kodama, mais pour la petite anecdote, il est aussi le scénariste original et le dessinateur de Hamatora, un autre manga. Mais il s'est allié à Yukinori Kitajima pour le scénario des derniers Blood Lad en date, Hamatora et Bloody Brat. Mais on en reparlera un petit peu de Bloody Brat. Donc, on va parler du résumé avant les personnages car il n'est pas spécialement complexe. Du moins dans le premier, voire dans le début du 2e tome. Sur 13, oui. Donc on passe au résumé. Dans cette histoire, l'important est de comprendre qu'il y a 2 dimensions présentes. La première est celle des humains et l'autre celle des démons. Les 2 peuples vivaient autrefois ensemble, mais les humains, acquérant la technologie plus rapidement, ont fait fuir les démons. Et il se trouve très dur pour ces derniers de se retrouver dans le monde des humains. Et les humains, quant à eux, ont totalement oublié leur existence, excepté certaines traces de mythologie biblique, voire même de n'importe quelle religion ou légende en général. Par exemple les dragons, les vampires. Un beau jour, une jeune humaine du nom de Fuyumi débarque comme par magie dans le monde des démons et risque donc la mort. C'est Stase, notre héros, fan de culture humaine et qui donc respecte grandement ce peuple, qui la recueille. Malgré ça, son sang de vampire s'active et il gagne une fin folle. Cependant, il se contient et lors d'un combat, Fuyumi est tué et transformé en fantôme dans ce monde démonique. Stase lui promet alors solennellement de retrouver le moyen de la transmettre, ou plutôt de la remettre dans son corps, et il va donc parcourir le monde des démons et croiser une flopée d'ennemis, dont certains sont d'anciens et parfois de futurs amis. Voilà, c'est un petit peu fastidieux, c'est vrai que c'est un peu compact, mais je pouvais pas faire plus court et plus aéré malheureusement, car le récit va vraiment très loin, très rapidement. Maintenant, bon, je vais vous présenter un peu les personnages principaux, ça vous permettra de mieux comprendre l'histoire et surtout les enjeux. On a le premier personnage, donc c'est Stase, notre héros. C'est un vampire qui déteste les vampires et il préférerait être humain car fan de leur culture. Il tient toujours parole et doté d'une puissance déjà importante en début de récit. Il renferme une puissance qui est encore plus grande. Donc bon, ça c'est dans le shonen, le manga type shonen, c'est assez courant. Un jour je parlerai, oui petite parenthèse, je ferai une petite vidéo pour parler un petit peu des différents types de mangas. En attendant, je peux vous conseiller, chose que je vais faire, que je vais mettre dans la description, la chaîne de Allen Test, donc je me souviens plus exactement, c'est Allen Test avec un chiffre derrière, qui parle très bien de ce sujet. Ça fait très longtemps qu'il est sur YouTube et je peux vous assurer que vous aimerez sa chaîne, voilà. Donc, deuxième personnage, nous avons Fuyumi, c'est une humaine qui est arrivée dans le monde des démons, comme on a dit dans le résumé, et elle est morte dans ce monde. Mais, comme tous les humains, lors de sa mort dans le monde des démons, elle s'est retrouvée transformée en fantôme. Le monde des démons se basant sur l'énergie démoniaque, Stase est obligée de lui en donner provenant de son propre corps pour qu'elle ne soit pas en carence et donc qu'elle n'en meure pas. On parlera un peu d'énergie démoniaque, c'est une notion assez importante, mais vous voyez dans la légende des vampires, les vampires aspirent le sang de jeunes humaines vierges dans le but d'avoir plus de vie, c'est ce qui leur donne la vitalité. Eh bien, là c'est exactement le même principe. Le sang de Stase, et plutôt le sang en général dans le monde des démons, est considéré comme de l'énergie démoniaque. Celui de Fuyumi qui est une humaine à la base aussi, car au moment où ça se passe, c'est devenu un fantôme, donc un démon. En gros, j'ai pas bien compris parce qu'il me semble qu'il y a quand même du sang, donc en fait c'est un mélange de sang et d'énergie démoniaque, on reviendra certainement dessus. Donc, troisième personnage, nous avons Belle, ou plutôt Hydra Belle, qui fait partie de ces gens assez spéciaux en début de récit, et surtout assez puissants. Elle se présente d'abord comme ennemie, mais va rapidement dans le bon camp, car elle voulait juste avoir un peu de clarté sur un problème qu'elle avait. Son pouvoir est de créer des portails de téléportation façon Portal ou Portal 2, avec des cerceaux ou n'importe quel objet fermé, comme des bagues, des bracelets, etc. Nous avons Wolf, ou je ne sais pas. Donc c'est un loup-garou qui est métis, et donc impur, et c'est pas le terme métis qui est employé dans le récit, c'est le terme bâtard. Donc il est le meilleur ami de Stase,
et son but est de devenir le roi du monde des démons en conquérant tous les quartiers de ce royaume. Donc quartiers qui sont tous régis par quelqu'un qui est assez fort pour le défendre. Par exemple, Staz est un chef de quartier, donc c'est un petit peu comme des mini-mafias qui se déroulent parce qu'à chaque fois le chef a une notoriété et un pouvoir assez important. Voilà. Donc, nous allons... Alors là, c'était les personnages assez principaux, on va parler un peu de l'énergie démoniaque, histoire que vous compreniez un peu mieux. Donc, elle existe dans tout le royaume des démons, et dans l'air, dans les individus, comme je vous ai dit, dans le sang, etc. Donc, chaque type, ou plutôt race d'êtres vivants dans ce monde, alors oui, j'ai dit type et race, mais c'est pas du racisme, hein. Dans ce monde, quand on a des vampires, des loups-garous, des kappas, etc., qui vivent... on peut pas se permettre de parler juste de type. Ce sont des races clairement différentes, surtout par rapport à l'être humain. Mais ils nous poutrent la gueule, pardon. Donc, chaque race, comme je le disais, d'êtres vivants de ce monde, a une énergie démoniaque qui est propre. Tous les vampires vont avoir le même type d'énergie démoniaque, tous les loups-garous vont en avoir un autre, mais adapté aux loups-garous, etc. Et des fois, ça peut avoir des mélanges. Donc c'est ce qui explique dans l'intrigue que Staz peut donner son énergie à Fuyumi, donc elle c'est l'héroïne qui est fantôme, car sa capacité de fantôme donc lui permet de l'accepter, mais elle a donc deux types d'énergie dans son corps. Et c'est assez problématique pour l'intrigue, mais bon, vous inquiétez pas, je n'ai rien spoilé du tout. Il faut savoir que Bloodlad s'inspire énormément de la culture du monde au niveau des monstres. Nous avons par exemple le Dr Frankenstein, oui, et d'autres comme les vampires et les loups-garous vus précédemment. Alors Frankenstein, ça s'écrit pas du tout comme on pense que ça peut s'écrire. Voilà, ça s'écrit Franken, plus loin, Stein. Franken, c'est son prénom, tout simplement. Donc ce serait le Dr Stein en fait, professeur ou Dr Stein. Voilà. Donc, je vais passer un petit peu à ce que je pense. C'est tout simplement l'un de mes mangas préférés. Et il l'a été très très rapidement, quasiment directement en fait. Donc, l'histoire est assez originale pour se démarquer tout en ayant une base assez classique qui permet son expansion rapide. C'est une histoire typique shonen, donc évidemment on reparlera de ça un peu plus tard, mais si vous n'aimez pas le shonen, il va y avoir un problème. Si vous n'aimez pas Star Wars, le Seigneur des Anneaux, si vous n'aimez pas n'importe quel récit avec un héros qui a des valeurs morales et qui va réussir à s'expandre, vous n'allez pas aimer, parce que ça reprend le concept du héros aux 1000 visages, et j'en reparlerai juste après. Voire même je ferai un épisode dédié à ce bouquin, mais de toute façon j'en reparlerai. Donc, nous avons aussi le dessin, donc le dessin, en tout cas je pense qu'il a beaucoup compté aussi. Il est assez précis, assez détaillé et dynamique, avec un découpage qui donne à n'importe quelle situation un effet à la fois naturel, assez épique et assez cool. Donc, et surtout, ça s'adapte très bien à l'ambiance du moment. On voit que le dessinateur, c'est ce qu'il fait. Hein. C'est tout. Comment on peut résumer ça ? C'est avec cette phrase. Mais j'aimerais vous avertir. J'ai découvert ce manga il y a quelques années à sa sortie. J'étais donc plus jeune et plus attiré par des histoires classiques. Donc, le regard que j'ai sur lui est encore, à mon avis, très peu objectif. En même temps, je donne mon avis. Donc, ça semble logique. Et c'est bien normal. Bon, j'aurais qu'une critique négative. Bon, malheureusement qui est important à prendre en compte, mais négatif quand même. Il essaye, et c'est un gros problème, d'allonger sa durée de vie. Alors, pas du tout au point de Naruto, encore heureux, mais j'aimerais pas qu'il tombe dans ce côté qui pour moi, à la manière de Naruto, de Bleach, voire même de Dragon Ball avec Dragon Ball GT, j'en ai parlé vite fait dans le premier épisode, tout ça gâcherait l'œuvre. Alors, je pense à ça parce que le problème pour moi est assez présent, parce que le fait est que le récit du manga peut se résumer très rapidement avec le concept du héros 1000 visages. Mais dans Dragon Ball, dans Naruto ou dans Bleach, nous avions des concepts qui étaient assez différents de ce qu'on peut voir actuellement. Cette syntaxe de phrase est assez bizarre, mais en fait Naruto, Bleach, etc. sont sortis il y a maintenant un moment. Même One Piece, Même One Piece essaye d'allonger sa durée de vie, j'ai l'impression. Comme dirait Minute Papillon, j'aimerais devenir le roi des pirates, mais un gentil pirate, donc ça prendra 40 épisodes de plus. Voilà. Excusez-moi. Donc, il essaye vraiment d'allonger sa durée de vie, et c'est un problème. Mais le problème majeur, c'est qu'il a une durée de vie très limitée. C'est-à-dire, c'est héros qui doit remplir sa quête. C'est un truc de RPG, certes,
mais dans les RPG à la Final Fantasy ou à la Dragon's Dogma ou même Skyrim, ça peut prendre des centaines d'heures de jeu tout simplement parce que il y a le contenu. Là on est dans un manga qui n'a pas forcément le contenu, et parce que surtout dans un RPG, on fait vraiment pas à pas tout ce qu'il faut pour atteindre la fin de l'histoire. Et autant dans Naruto, ça peut se comprendre parce que le but de Naruto, avec son thème principal qui est l'acceptation de soi et ne pas se laisser dicter par son destin ou par des règles, et bien tout au long du récit c'est assez justifié, sauf vers la fin, mais peut-être que je parlerai un jour de Naruto, je pense pas, mais peut-être. Sauf vers la fin, après, pour moi ça devrait s'arrêter à l'arc Pain si vous voulez mon avis. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Pour ceux qui s'y connaissent pas, on va dire que j'en parlerai un jour. Donc Naruto, en fait, il part d'un constat de base avec une question assez philosophique qui est toute simple, mais qui permet de faire ça à rallongement. C'est-à-dire, on a des personnages qui sont assez passionnants pour qu'on puisse assister à tout l'examen des Chunin, toutes les épreuves, toute l'évolution des personnages jusqu'à Naruto Shippuden, etc. Dans Dragon Ball, le récit est assez dingue et construit assez intelligemment. D'ailleurs, dans Bloodbath, il y a énormément de références à Dragon Ball. Le héros principal, Stase, en est un grand fan. Il me rappelle un peu moi, de temps en temps. Voilà. Dans Dragon Ball, c'est pareil. À partir du moment où Toriyama a instauré gros vilain qui est ultra badass, un peu d'entraînement, Sangoku arrive à le battre, ça c'est dans Dragon Ball. Ensuite, dans Dragon Ball Z, c'est un peu le même schéma, sauf qu'au bout d'un moment, le vilain a une surévolution, donc Sangoku est obligé d'avoir une surévolution lui aussi, etc. Sangoku, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le héros de Dragon Ball. Donc voilà, là, il a réussi à le Akira... Oui, c'est Akira Toriyama, oui c'est ça. L'auteur de Dragon Ball a réussi à faire en sorte d'avoir une histoire assez bien structurée, voilà, je trouve mes mots. Excusez-moi du temps. A réussi à avoir une histoire assez bien structurée pour que ça fasse durer. Dragon Ball GT était de trop, et avec Dragon Ball Super, il a prouvé que Dragon Ball GT n'existait pas. Et dans Bleach et One Piece, on va dire que... One Piece, je me suis arrêté quelques tomes après et j'ai repris que très récemment, donc il me manque 95% de l'histoire, désolé. Mais bon, quand je vois que ça dépasse facilement les 500 voire 600 épisodes actuellement, et encore ça fait un bout de temps que j'ai pas vérifié, enfin voilà quoi. Et Bleach, là c'est bientôt la fin de Bleach au moment où j'enregistre cette vidéo, donc normalement c'est même le dernier chapitre est sorti au Japon, donc normalement il y a déjà eu des scans en anglais sur internet. Mais la fin de Bleach, apparemment, spoiler, est assez décevante, mais pas vraiment spoiler, parce que déjà tout le monde s'en fout, et ensuite parce que ce que je viens de dire, ça gâche en rien l'histoire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'apparemment elle est assez décevante. Enfin bref, là j'ai fait une grosse parenthèse, tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que les personnages sont mal écrits. Non, les personnages sont bien écrits. Ce n'est pas parce que l'histoire est mal écrite, non. L'histoire est bien écrite, mais elle est écrite limitée de base. Les autres histoires, soit étaient un peu limitées de base, mais à cette limite, ils ont réussi, ils avaient fait en sorte en tout cas que ça dure au cas où. Sauf que là, j'ai pas envie que Bloodbath dure, parce que j'ai pas envie que ça devienne un mauvais manga. Parce que l'histoire est limitée. C'est comme ça, dans le temps, c'est limité. Comme dirait Alexandre Astier, elle ne se propage pas. Je suis pas objectif parce que j'adore ce manga, mais là où j'essaie d'être un peu objectif, c'est à ce niveau-là. C'est vraiment le principal défaut, parce que franchement, tout le reste, c'est un shonen neketsu typique, peut-être, mais un très bon shonen neketsu. C'est pas ultra original, peut-être, mais ça se débrouille pour que ce soit assez divertissant et assez cool quoi, voilà. Même je veux dire, même avec toutes ces années, maintenant à chaque fois tout ce que j'attends, c'est qu'il y ait un nouveau tome de Bloodbath qui sorte. Toutes les semaines, j'ai envie qu'il y en ait un nouveau qui sorte. Bon, peut-être pas, parce que justement au bout d'un moment il pourrait plus sortir, ce serait la fin. Mais voilà, là on est arrivé à un point en fait, l'auteur a pas décidé de rallonger son récit, mais a décidé de faire une pause dedans. Dans cette pause, il a fait un zoom. C'est un petit peu comme si on voyait, par exemple, je vais prendre un exemple, le jeu Skyrim, c'est un RPG sur un territoire qui est immense. C'est un open world, pour ceux qui s'y connaissent un peu en jeu vidéo. Et le principe d'un open world, c'est qu'il faut faire tout le chemin. Et le truc, c'est que dans Skyrim, quand on fait tout le chemin à pied, d'une ville à l'autre, d'une grande ville à l'autre, c'est très long. C'est excellemment long. Il y a des montagnes à traverser même des fois. Et des montagnes, ça rallonge le truc, parce que c'est pas un chemin tout droit, tout plat. Donc, et Skyrim c'est que de ça quasiment. Voilà. Donc, dans Skyrim, on peut se permettre de payer un chariot tiré par des chevaux pour aller d'une grande ville à une autre.
on peut se le permettre. On peut se le permettre d'avoir un cheval pour raccourcir plutôt, pas rallonger, excusez-moi, la durée de voyage. Des fois ça fait du bien de voyager, certes, mais là c'est nous qui choisissons. Et là l'auteur il nous impose, alors c'est pas du tout ce qu'il fait, hein. Là quand je dis il fait une pause dans le récit et tout, là la comparaison avec Skyrim c'est juste une métaphore. C'est-à-dire c'est pas ça qui se passe dans le récit au moment au moment auquel je vous le parle. Ça ne veut rien dire. C'est pas ça qui se passe dans le récit, je vais recommencer, au point dont je vous parle. Et bon, j'arrive pas à formuler cette phrase, désolé. Donc c'est comme si dans Skyrim, plutôt que, alors qu'on a une quête urgente, d'aller d'une grande ville à une autre en chariot, eh bien on le faisait à pied et limite encombré. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai eu en lisant ça. C'est quand même intéressant, il y a des combats, etc. Mais ça fait pas ultra avancer l'histoire. Ou alors si ça fait avancer l'histoire, c'est pas encore le cas au tome où je les ai lus. Je crois que je me suis arrêté au tome 12, 13 peut-être, je sais pas encore. Faudrait que je revérifie, mais bon là je suis en train d'enregistrer la vidéo donc c'est un peu tard. Au pire, je vous marquerai dans la description l'arrêt du tome auquel j'en suis. Voilà. C'est tout simplement une métaphore pour dire qu'il faudrait arrêter cette pause, ou alors peut-être que l'auteur va trouver le moyen de rendre cette pause significative dans le récit. Mais pour l'instant, elle ne l'est pas, et c'est ce que je regrette. Bon, on va pas partir sur une note pessimiste parce que au final, j'aime beaucoup ce manga. Il est vraiment très intéressant, comme vous avez pu le comprendre. Mais j'avais envie quand même de parler un petit peu de ce principal problème et d'essayer de le faire évoluer, pas de trouver forcément une solution, mais essayer d'expliquer en quoi c'est un réel problème. Et si je devais trouver une solution, parce que c'est toujours bien d'essayer de faire avancer les œuvres à notre manière. L'auteur va le faire d'une manière totalement différente. Si vous connaissez l'auteur, vous pouvez l'aider, mais bon, moi je le connais pas, le mec il parle japonais, je parle pas un peu, je pète pas un mot de japonais, hein, je vous préviens. Mais excusez-moi, je viens de me rendre compte que ce que je viens de dire c'est totalement débile. Le but, c'est, je pense que dans chaque œuvre, c'est d'essayer de faire en sorte de l'améliorer plus que possible. Alors des fois, ça peut donner des Super Saiyan 25 qui n'ont aucun sens. Je pense à Dragon Ball parce que les Super Saiyan, c'est dans Dragon Ball. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir ma première vidéo, j'en parle de tout ça. Voilà. Mais c'est pas forcément une bonne amélioration, c'est juste un changement, le Super Saiyan 25 que certains fans peuvent inventer. Alors je vous préviens, il est pas dans le récit. Hein. Voilà. Oui, donc j'étais en train de dire que pour régler ce problème, excusez-moi, j'ai été coupé par quelqu'un qui arrivait. Donc pour régler ce problème, qu'est la longueur volontaire du récit, ou plutôt essayer de rallonger le récit, moi je pense justement qu'il faudrait éviter de faire ça. Déjà du fait numéro 1, il y a beaucoup de personnages. Alors on part sur le concept un petit peu référence à Dragon Ball où un méchant devient allié voire gentil. Ça arrivait quelques fois et ça c'est pas forcément un problème, non, c'est une bonne référence et à la fois ça peut être un élément assez intéressant à maîtriser. Sauf que du coup on a beaucoup de personnages alliés, pas beaucoup de personnages méchants, je trouve. Pardon, un peu plus ça aurait été pas mal. Mais c'est le fait qu'on ait beaucoup de personnages alliés, ça veut dire qu'on doit suivre quasiment tout le monde simultanément et ça fait beaucoup quoi. Faut pas se leurrer. Donc voilà, j'étais en train de dire que c'était comme ça que j'aurais voulu essayer de réduire ce problème. Maintenant on va passer un petit peu aux produits dérivés. Je sais, d'ici la prochaine vidéo, je sais ce que je vais faire, je vais changer le nom, parce que produits dérivés, ça va pas en fait. Produits dérivés, c'est des produits qui sont créés à côté, dans le but de faire acheter généralement, ou de compléter l'œuvre, sans que ce soit un élément à part entière de l'œuvre. Comme des jeux vidéo, des petites statuettes qu'on peut collectionner, enfin bref, tout ce genre de trucs. Sauf que moi je parle pas que de ça, je parle carrément d'autres œuvres qui influent directement, je parle de beaucoup de choses dans cette rubrique, donc je vais changer le nom d'ici le prochain épisode. Voilà ce que je vais faire, mais pour l'instant on garde le mot produit dérivé. C'est pas si mal, mais il y a mieux. Maintenant, de quoi on peut parler? Oui, alors déjà il y a les cosplays, donc ça on en parle quasiment à chaque épisode. Des cosplays, il y en a toujours, et bon là il y en a pas énormément pour l'instant, du moins j'en ai pas vu énormément dans des vidéos ou dans des photos de convention ou quoi. Même au Japon, si au Japon un petit peu, mais moins. En même temps, les personnages n'ont pas un chara design ultra élevé, donc par exemple le héros Stase, il pourrait ressembler à n'importe quel japonais à peu près lambda. Enfin n'importe quelle personne un peu lambda avec des cheveux noirs, légèrement longs, presque coupe au bol, bref, ce genre de truc. Donc voilà.
Niveau cosplay, il n'y a pas grand chose. Mais l'écrivain qui s'est associé à Yoshino Kanata, je suis vraiment désolé pour lui, Yoshino Kanata, voilà, j'y arrive, qui est un auteur. Les deux ont sorti un premier volume de gag avec les personnages de Bloodlad qui est appelé Bloody Brat. Donc j'ai bien cité deux auteurs car l'auteur et dessinateur original de Bloodlad, donc lui c'est que je retrouve son nom, Yuki Kodama, voilà, j'y arrive. C'est pas simple, un peu fatigué. Il s'est uni avec un autre écrivain que Yoshino Kanata qui est Yukino Kitajima pour écrire un autre manga du nom de Amatora et qui est fini en 4 tomes, du moins il me semble. Mais en fait, il sert de préquel à l'animé du même nom, qui lui aussi est très sympa, donc je vous conseille d'y aller. Donc si vous avez pas bien compris mes explications un peu vaseuses, vous pouvez voir vous pouvez lire le manga ou voir l'animé indépendamment, c'est pas un problème. Mais si vous voulez bien tout comprendre et avoir des infos complémentaires, regardez l'un en plus de l'autre, c'est pas trop mal. Mais moi pour l'instant j'ai pas encore vu l'animé. Enfin si, j'ai vu les 2 premiers épisodes, je crois qu'il doit y en avoir peut-être 15 pour l'instant, je sais plus, mais c'est vachement intéressant, moi j'aime beaucoup. Bon après c'est un peu dans le même esprit que Bloodlad, c'est-à-dire shonen neketsu classique, hein. Ça vole pas bien haut au niveau au niveau des questions philosophiques, même si on pourrait en trouver, j'admets. C'est vrai que dans Bloodlad par exemple, question philosophique c'est je sais pas, pour Wolf ça peut être acceptation par les autres, acceptation de soi. Pour Fuyumi, c'est en gros essayer de se trouver un petit peu parce qu'elle est un peu perdue, elle sait pas trop qui elle est mais elle sait pas non plus où est-ce qu'elle est, etc. Elle a du mal. Pour Hydrabel ce serait non, je vais pas dire pour Hydrabel ni pour Stas parce que ce serait limite spoiler un petit peu en fait un petit élément, donc je pourrais le spoiler sans que ça gâche le récit, mais sans que ça gâche trop plutôt le récit, mais j'ai pas envie, voilà. Donc non, c'est à peu près fini, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire et à savoir sur Bloodlad. On se retrouve juste après le générique de fin comme d'habitude pour les 2 musiques bonus que j'ai choisies pour cette fois-ci. Allez, à tout de suite. Donc, pour cet épisode, la première chanson que j'ai choisie est Kiss de Prince. C'est une de ses chansons les plus connues, elle est assez dynamique et assez évolutive, c'est-à-dire Prince a toujours voulu faire évoluer les sons dans la musique. Il s'accepte plus sur les sons que sur les paroles. Certaines de ses paroles sont magnifiques, comme celle de Purple Rain, mais enfin plutôt pas magnifique mais intense, voilà, c'est ça. Prince était plutôt quelqu'un d'intense. Donc j'ai choisi Kiss parce que c'est l'une de mes chansons préférées que j'ai grandi avec, mais pas seulement, parce que j'ai aussi grandi avec Prince. Et sa mort assez récente, en avril dernier, m'a laissé une grosse marque. Avril 2016, pour ceux qui regardent cette vidéo dans 3-4 ans. Mais bon, c'est, comment dire, la mort de Prince, c'est un peu comme la mort de Lemmy Kilmister en décembre 2015 ou de B.B. King en 2015, je crois que c'était juin à peu près, et plein d'autres, hein. Il y a David Bowie, même ceux qui sont morts il y a beaucoup plus longtemps comme Jimi Hendrix, Bob Marley, etc. Même pas forcément dans le domaine musical, hein. Il y a par exemple Coluche, etc. Ces grands artistes, c'est même pas des grands artistes, c'est des grandes personnes. Elles nous ont quittés il y a plus ou moins longtemps, mais seulement physiquement. Car spirituellement, ils, ou plutôt elles, seront toujours là. Et oui, elles seront toujours là dans un domaine que l'on nomme la culture. Personne ne les oubliera jamais, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette musique pour essayer... Enfin, c'est par nostalgie. Voilà, c'est totalement par nostalgie. Bon, passons à la deuxième chanson. On va éviter de plomber un peu l'ambiance, car cette fois l'artiste est bel et bien vivant. Il s'agit de la chanson Berserk d'Eminem. Donc elle parle d'un héros possédant une marque démoniaque et qui tue des démons, qui est vraiment oppressé par quoi ? Comment ça, c'est pas ça ? Pardon, excusez-moi. Pour celui-là, c'est sûrement dans un futur épisode. Bon, on reprend. Donc, Berserk est pour moi l'un des meilleurs raps d'Eminem. Donc, je trouve... c'est au style d'Eminem après, hein, c'est assez brut. C'est très vif, c'est rapide, c'est nerveux, voilà, c'est tout ce qu'on aime chez Eminem, et surtout ça, c'est intense aussi, voilà. Pour moi, un artiste c'est bon à partir du moment où ce qu'il fait est intense, dans le sens où il y croit et il vit il vit de ce qu'il fait, mais il vit
ce qu'il fait. Par exemple, il vit sa chanson pour un chanteur, il vit sa peinture pour un peintre, etc. Voilà. Donc Berserk d'Eminem, et pour quasiment en fait toutes les musiques dont je parle à la fin des épisodes, c'est le même topo. Ils sont toujours intenses et ils vivent toujours leur musique. Donc j'en dis pas plus, même si j'en ai dit beaucoup, parce que j'ai déjà assez pris de votre temps. N'oubliez pas que ce que vous voyez déjà n'est qu'une façade, juste la couverture d'un livre. Des fois, c'est en regardant sous cette couverture que vous avez une idée réelle de sa personnalité. Bon, j'admets, cette petite phrase, cette petite métaphore est très 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 liée à Bloodlad. Je parle ici du manga écrit, parce qu'il me semble que dans l'anime, ils ont pas réussi à faire aussi bien que dans le manga, à ce niveau-là. Si vous décidez de le lire, évidemment. Bon, j'en ai déjà trop dit. Sachez juste qu'il y a des petits clins d'œil qui se cachent pour les lecteurs. Allez, à la prochaine tout le monde.